rien du tout, ouais, c'est juste désolé du retard et désolé aussi d'avoir aussi peu de place disponible. Et apparemment, les contraintes sanitaires ont empêché les gens de venir en grande masse, c'est normal, mais il y a beaucoup de monde connecté sur le lien Zoom, donc on voit qu'on peut de moins en moins faire des choses sans lien de connexion Internet. Et ça peut être bien ou pas bien, on verra plus tard. Donc pour l'instant, donc François et moi, nous avons d'autres séances de séminaires de programmer pour les mois qui viennent, mais c'est peut-être imprudent de les annoncer déjà. Donc les annonces se feront au fur et à mesure de ce qu'on est capable de maintenir. Et donc pour la séance d'aujourd'hui, il y a Christophe et Elisa qui seront animateurs, vont présenter les orateurs, et puis ça va se dérouler comme d'habitude, au détail près qu'il y a quelques centaines de personnes de connectées sur Zoom, donc ils vont peut-être vouloir poser des questions. Donc entre-temps, d'ici le débat, on va chercher une solution pour pouvoir prendre des questions aussi en ligne. Donc je laisse la parole aux animateurs, et puis on commence. Il y a déjà une question. Non, c'est juste pour dire, la promo de date, c'est moi qui m'occupe des questions. Très bien, ok. Donc on va donc si vous voulez poser des questions, ceux qui ne sont pas ici, et peut-être posez-les sur Zoom et on les verra et on pourra les retransmettre, donc soit les reformuler, et soit vous donner la parole et les poser directement. Merci. Bien. Merci Petros. Une petite information technique, l'administration nous indique que le port du casque et des chaussures de sécurité n'est pas obligatoire, contrairement à celui du masque. Aujourd'hui, on a le plaisir, la joie et l'honneur d'accueillir 3 orateurs. Je vais donner très rapidement la parole tout de suite à Thomas Lecuy, qui est professeur au Collège de France et qui effectue aussi sa recherche à l'Institut de biologie du développement de Marseille et qui va nous parler de croissance et taille adulte des organismes, le rôle de l'énergie. Est-ce que vous m'entendez en ligne? Bonjour à tous qui n'êtes pas en personne ici, mais reliés néanmoins. Est-ce que vous pouvez dire aux gens qui surveillent Zoom si vous m'entendez bien? Ou si vous n'entendez pas bien? Si vous ne répondez pas, c'est que... Oui, j'ai enlevé mon masque. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc bonjour à toutes et à tous, présents en personne ou à distance. C'est un plaisir de participer à ces conférences d'un format inhabituel. Vous devriez pouvoir voir ma diapositive. Pas de pointeur, mais je vais me débrouiller. J'ai un cordon sanitaire qui me relie. Voilà. J'aime bien avoir des degrés de liberté quand même. Voilà. Attends, il faudra que j'enlève cette petite... Attendez. Il faut que j'enlève juste, je bouge ça en bas. Il y a une... Il n'y a pas de... Non, moi je vais peut-être utiliser mon pointeur. Utilise ta souris comme ça les gens le verront. D'accord, très bien. Voilà, donc j'aimerais, dans la petite demi-heure qui m'est allouée, vous parler de questions énergétiques du vivant. C'est à la fois des choses qui sont à la fois évidentes, parce qu'on sait qu'il y a de l'énergie dans le vivant, mais j'aimerais vous donner un aperçu d'un certain nombre de questions qui me semblent assez importantes pour réfléchir à la fois à ce qui est propre au vivant et qui peut être d'utilité lorsque l'on pense au vivant à travers ces différentes échelles. En un sens, comme on va le voir, s'interroger sur les flux énergétiques du vivant, c'est à certains égards s'intéresser à ce qu'est un système vivant à proprement parler, parce que tout ce dont on va parler n'est pas de même nature que ce qui se passe dans les systèmes inertes qui nous entourent. Donc tout d'abord, j'aime bien commencer par un parcours un peu phénoménologique, c'est-à-dire rappeler ou simplement énoncer le fait que les problèmes énergétiques traversent des structures vivantes dont les échelles sont extrêmement différentes. Et vous avez à gauche une petite bactérie lambda de
1 micron de longueur. Et c'est peut-être pas le plus petit organisme, mais donc c'est l'ordre de grandeur des plus petits organismes vivants, cellules, unicellulaires. Et vous avez à droite, quand on aime les plantes ou les animaux, l'ordre de grandeur des plus grands animaux. Et vous voyez qu'on est dans les rapports de masse ou de volume qui sont de l'ordre de 10 puissance 20 à 10 puissance 21. Alors 10 puissance 20, 10 puissance 21, en fait on sait que c'est très grand, mais on n'a pas vraiment une perception assez naturelle de ce que ça veut dire. Donc pour nous aider à se représenter ces rapports de grandeur, j'ai dans la diapositive suivante, je vous laisse deviner en fait à quoi ça correspond. Si jamais on a un rapport de grandeur de 10 puissance 20 et que au lieu de partir d'une bactérie qui est toute petite, on commence par quelque chose comme la baleine bleue, qu'est-ce qui va être 10 puissance 20 fois plus grand qu'une baleine bleue? On n'a pas beaucoup de temps de se prêter à une réflexion, une discussion ensemble, donc je vais brûler les étapes, mais vous avez peut-être une petite idée. En gros, c'est 2 fois la masse de la Terre. Voilà. Alors peut-être que ça ne vous surprend pas, peut-être que ça vous surprend beaucoup. Alors peut-être parce que c'est quelque chose d'assez difficile à percevoir, on peut transposer l'argument. Si on part, alors pas exactement la Terre, mais on part de la Lune, 10 puissance 20, c'est 2 fois la Voie lactée. Voilà. Donc ça veut dire que les problèmes énergétiques dont on va parler, ce sont les mêmes problèmes énergétiques, les mêmes flux énergétiques qui opèrent dans une petite cellule et une baleine bleue, avec des différences, comme on le verra plus tard, mais fondamentalement, la nature de l'énergie mise en œuvre pour maintenir en état vivant une bactérie et une baleine, c'est la même chose très très fondamentalement. La nature de cette énergie ou du flux énergétique nécessaire au maintien en vie de ces structures, et elle concerne les structures dont les rapports de grandeur sont 10 puissance 20, et vous voyez à quoi ça correspond. Donc finalement, tout de suite, si on laisse transposer l'argument, si l'on réfléchit dans les sociétés humaines à des flux d'informations ou des flux d'énergie sur des grandeurs aussi différentes d'un facteur 10 puissance 20, en fait on ne sait pas faire, parce qu'en fait on n'a pas de choses qui sont dans des rapports de grandeur si grands. La biologie, le vivant dans son évolution, a trouvé des solutions pour ce genre de choses, étant donné que la baleine bleue a un ancêtre commun avec la bactérie que l'on voit à gauche. Alors, il y a une autre façon d'aborder les choses, c'est de se dire que oui, alors un organisme complexe comprend plusieurs dizaines de milliers de cellules. Vous avez ici représenté une toute petite guêpe parasite miniature, qui est sans doute un des plus petits organismes multicellulaires, qui comprend néanmoins quelques dizaines de milliers de cellules. Et en fait, elle fait en gros 200-300 microns de longueur, ce qui est en fait plus petit que les plus grosses cellules, organismes unicellulaires. Vous avez ici 2 organismes unicellulaires, la paramécie en haut à droite, qui fait en gros 200-250 microns, qui est un organisme cilié, et en bas à droite, une amibe, qui est aussi une cellule qui est en fait plus grande même que cette petite guêpe. Donc vous voyez que les rapports de grandeur ne sont pas simplement est-ce qu'on a une cellule ou beaucoup de cellules, mais simplement quelle est la masse à considérer. Donc quand on pose la question de croissance, souvent les biologistes s'intéressent à l'augmentation du nombre de cellules, c'est souvent une métrique usuelle utilisée pour décrire les choses, mais en fait, la vraie définition de la croissance et de la taille, en fait, c'est un volume et une masse. La densité, en gros, c'est celle de l'eau, hein, on va simplifier. Et la croissance, ça va être sa variation au cours du temps. Donc, et on peut suivre on ne va pas avoir le temps de développer ça, mais finalement, la problématique de la croissance d'une grosse cellule comme celle que vous voyez en bas ou en haut à droite, c'est en gros la même problématique de la croissance que de faire croître un organisme, avec une grosse différence, c'est que dans un cas, vous allez avoir plein de petits noyaux qui vont être le point de départ pour produire les différents constituants de la cellule, alors que quand vous avez une seule cellule, bah, vous n'avez qu'un matériau d'ADN, et que donc là, on a un problème. En fait, la cellule se fait croire qu'elle est un tissu en multipliant le nombre de ses copies d'ADN, comme si c'était un tissu. Donc en fait, on peut la voir comme un organisme multicellulaire, sans cellules, à simplement multiplier son matériel génétique. D'accord ? Voilà, donc je vais dire beaucoup de choses, certaines choses qui vont pas être approfondies. L'idée, c'est aussi d'enrichir votre phénoménologie, votre un point de départ de réflexion. Je vais vous donner des ordres de grandeur, et puis quelques questions que je vais formaliser au fur et à mesure. Alors, pour continuer dans cette approche phénoménologique par laquelle je peux toujours commencer, voyons les organismes qui ont en gros la même forme. Hein. La plus petite guêpe parasite, 250 microns, et puis sans doute le plus gros, allez, on va prendre un frelon asiatique qui nous fait tous peur l'été. Alors vous voyez qu'elles ont ici sur cette image la même taille, c'est le même plan d'architecture. Hein. C'est comme, si vous voulez, un Airbus A380 et un petit avion de pilotage, sauf que là les rapports de grandeur sont encore plus grands. Si on les met à l'échelle, en gros ça fait ça.
D'accord ? Et c'est la même fonction. Donc, si vous voulez, en biologie, on a un rapport intéressant entre la forme et la taille. Et ici, on voit que l'évolution a joué sur le même plan d'architecture et a poussé à l'extrême ce que la croissance ou ce que les options de croissance permettent aux organismes, en miniaturisant d'un côté et en augmentant à l'extrême dans l'autre. Alors ici, il n'y a pas de doute que le nombre de cellules est extrêmement différent. Hein. On va dire qu'à l'ordre de grandeur, on a quelques dizaines de milliers de cellules pour la petite guêpe parasite, alors qu'on a certainement des millions de cellules dans le cas de la guêpe adulte. D'accord ? Alors, on a une autre façon de jouer sur les ordres de grandeur, mais cette fois-ci... Alors, attendez, d'abord, on parle de l'homme comme position intermédiaire. Donc, vous savez peut-être, mais chez l'homme, l'ordre de grandeur du nombre de cellules, c'est 10 puissance 13. D'accord ? 10 000 milliards de cellules. Okay, ce chiffre a été réévalué récemment. Une cellule, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, c'est quelques milliers de microns-cubes. Un micron-cube, c'est une bactérie, comme on l'a vu tout à l'heure, une petite bactérie lambda. Donc, une cellule, c'est en gros quelques milliers de fois le volume d'une bactérie qui peut l'infecter. D'accord ? Dans notre épithélium, quand on a une bactérie qui nous infecte, voilà, eh bien, il faut dire que c'est une fraction, un millième du volume de cette cellule. Alors, pour former ces 10 puissance 13 cellules, il faut à la fois de la croissance volumétrique, massique, et puis en même temps, il faut la distribuer sous forme de cellules, qui sont en fait une espèce d'enveloppe discrète de cette masse qui accroît au cours de la vie de l'organisme. Et donc, vous avez dans le cycle cellulaire dépeint à droite, en bleu, une phase de croissance volumique, qui naturellement, dans la plupart des cas, donne naissance à une division de la cellule en deux, une fois qu'on a doublé la quantité de matière sèche dans la cellule, et son équivalent, son corollaire, qui est en fait l'apport d'eau, qui maintient une concentration constante, les constituants de la cellule. Donc, à croissance continue, on a une augmentation du volume par l'afflux d'eau, qui est 70% du poids moyen d'une cellule, et une fois qu'on a atteint en gros une multiplication par 2 du volume, de la masse, en coupant en deux, on a 2 cellules. Et le processus continue. En partant d'une cellule, on forme à la fin, en gros, l'état stationnaire chez un adulte, 10 puissance 13 cellules. Alors, on peut créer des organismes de taille très très différentes en ayant exactement le même nombre de cellules. La différence, ça va être la taille de ces cellules. Alors, un cas extrême, c'est ce petit organisme vert qu'on appelle le Nematodes elegans, qui est un organisme modèle dans les laboratoires. On a quelques milliers de cellules. J'espère que ça ne va pas trop poser de problème pour le collègue en ligne. Et un ver parasite qui fait plusieurs entre 20 et 30 cm de long a exactement le même nombre de cellules et commence par une taille équivalente à celle du petit ver. Donc vous voyez, prenez une cellule de l'intestin de ce ver parasite, il est 4 fois plus grand que la taille même du petit ver. Donc si vous voulez, on peut construire un organisme qui a la même taille, la même forme à la naissance, et simplement on le fait croître sans division cellulaire. Donc là c'est un exemple caractéristique où l'augmentation de la taille de l'organisme se fait non pas par l'augmentation du nombre de cellules, mais du volume de ces cellules. Donc finalement, on va se ficher un peu de savoir si c'est... Enfin, pas complètement. On a en termes d'augmentation du volume et de la masse, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup de cellules ne pose pas de différence. Mais comme on va le voir plus tard lorsqu'on va parler de la distribution de l'énergie aux différentes cellules, là, le nombre de cellules devient finalement un facteur important. Alors, pour avoir encore une vision un peu précise de ce qu'est une cellule et de ses constituants, peut-être qu'il est important d'abord de voir deux choses. Une cellule, schématisée à gauche, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. En gros, c'est une organisation très complexe. Une organisation complexe parce que extrêmement hétérogène. Ce n'est pas du tout une soupe où tout est mélangé de façon homogène. Il y a des hétérogénéités, d'activités, de concentration de molécules. Ces structures sont extrêmement dynamiques, elles se renouvellent en tout instant. Une cellule que vous observez 1 heure après, la plupart de ses constituants sont renouvelés dans leur organisation et même leur composition. À l'état stationnaire, une cellule va avoir de l'ordre de 10 puissance 10 protéines, 1 million de ribosomes qui sont la machinerie pour fabriquer ces protéines. Et en matière sèche, on a plus d'un tiers de la matière sèche d'une cellule qui est constituée de protéines. Donc en gros, la quantité de protéines dans une cellule est un élément extrêmement important de son organisation et de sa composition. Alors un point important à avoir à l'esprit concernant une cellule dont on vient de voir en quelques chiffres sa composition, elle est qu'elle est dans un état d'organisation intrinsèquement dynamique. Et on dit souvent que la matière vivante est hors équilibre. En fait, il est important et c'est vrai, il est important de préciser la nature hors équilibre de la matière vivante qui la distingue de beaucoup de choses que l'on voit dans la nature par ailleurs.
Une première façon d'être hors équilibre, c'est quand un agent externe vous met hors équilibre. C'est le cas, par exemple, de ces lunettes que je mets hors équilibre et que je pourrais laisser retomber sur la table, et qui est décrit dans la partie à gauche. Une autre façon plus intéressante d'être hors équilibre, c'est lorsque les conditions aux frontières du système sont différentes. Pensez à un gradient de température, c'est comme ça que se forment les cyclones, lorsque la température de l'océan est à plus de 26 degrés et que les températures froides dans la haute atmosphère permettent des mouvements ascendants convectifs qui, après, donnent naissance à ces tornades ou les instabilités de René Bénard, etc. Ça, c'est une condition hors équilibre qui vient de l'extérieur aussi. Et il suffit qu'on enlève ces conditions frontières et la structure organisée temporairement disparaît. C'est le cas d'une tornade, par exemple, qui est instable et transitoire. Mais la matière vivante a ceci de caractéristique, elle est hors équilibre de façon permanente et maintenant locale. C'est localement, j'entends par là à une échelle moléculaire, que la matière vivante est maintenue hors équilibre par elle-même. Et on va voir de quelle manière. Donc ça, c'est une première chose importante, c'est que ce qui met en état, ce qui maintient en vie la matière vivante, c'est cet état hors équilibre, local et persistant. Donc le système va pomper l'ordre de l'extérieur, c'est un système ouvert, donc il va être en échange énergétique avec l'environnement, et qui va récupérer l'ordre dans l'environnement sous la forme de liaisons chimiques, va le convertir, on va le voir dans la diapositive suivante, localement, et à cette conversion ou transformation énergétique est associée une dissipation de l'énergie. Donc en fait, il y a un élément de désordre qui est apporté dans l'extérieur, et c'est ce flux entre l'environnement et le système qui permet au système d'être maintenu en vie, de ne pas violer le second principe de la thermodynamique et de maintenir la structure organisée. Alors vous allez voir ici quelques illustrations de ce que j'entends par là. Maintenant en film, vous voyez ici une cellule qui se divise. Ces structures organisées dynamiques pompent de l'énergie en permanence. Et vous voyez ici une structure organisée, vous voyez un filament bipolaire qui est essentiel pour le partage de l'ADN à chaque division cellulaire. Vous voyez maintenant dans ce film un autre aspect de cette matière hors d'équilibre et maintenue en vie, c'est les comportements, on va dire, de fluctuation d'air. Vous voyez, chaque polygone est en fait une cellule qui se déforme en permanence sous l'action de moteurs moléculaires qui font cette conversion énergétique dont je viens de parler. Etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Vous voyez que cette matière est vivante, elle est dynamique, parce qu'elle a ses propriétés qu'on a vues. Vous voyez ici à gauche des embryons qui se développent, vous allez voir une division cellulaire, c'est un oursin à gauche, vous voyez cette matière frémit puis se divise d'une façon extrêmement organisée, et puis vous voyez à droite, à une échelle plus large, maintenant des milliers, des dizaines de milliers de cellules qui, on ne peut plus discerner ces cellules, qui s'organisent dans le temps et l'espace pour former les axes embryonnaires. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. L'idée est de montrer de l'échelle subcellulaire aux échelles tissulaires et de l'organisme comment la consommation permanente d'énergie, ce flux d'énergie dont je viens de parler, maintient le système hors équilibre, le maintient en vie. Alors, allons un peu plus dans les détails. Pour comprendre cette conversion énergétique, l'unité, la monnaie énergétique centrale de toutes ces transactions, c'est l'ATP. Une petite molécule qui fait en gros nanomètres. Et ce qui est important de voir, c'est que déjà l'hydrolyse de la liaison phosphate dans l'ATP, c'est de l'ordre de 12 kilocalories par mol. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre façon de se le représenter, c'est que c'est en gros une vingtaine de kT. kT, c'est en gros l'énergie thermique qui est dépendante de la température. D'accord? Et cette énergie thermique, elle est une constante qui est indépendante des longueurs du système. Et là, et elle est à bas bruit dans le système, et elle est très importante par rapport aux énergies de ces transactions économiques. Ce n'est pas du tout comme on le voit à l'échelle macroscopique, où cette fluctuation thermique, en fait, n'a pas d'effet pertinent sur le comportement macroscopique. À l'échelle microscopique, il est extrêmement important. Ce n'est pas un bruit, c'est en fait un bain d'activité extrêmement important, qui d'ailleurs est exploité. Alors le point qui est important dans le diagramme à droite, c'est que toutes les énergies, à part l'énergie thermique, sont en fonction d'une longueur, d'une certaine longueur. Et à l'échelle nanométrique, il y a ceci de particulier que toutes les énergies que l'on peut concevoir, l'énergie de liaison chimique, l'énergie mécanique, les énergies électrostatiques, ont en fait le même ordre de grandeur, c'est-à-dire quelques kT. Et la conséquence de ça, c'est que ces différents types d'énergie, ayant le même ordre de grandeur, peuvent s'interconvertir l'une dans l'autre. À l'échelle macroscopique, l'énergie qui a vraiment un impact sur moi, c'est l'énergie de gravité.
Mais si vous avez un très fort champ magnétique, ça peut perturber certains fonctionnements transitoires, mais ça ne va pas modifier votre capacité à vous mouvoir, votre dynamique, parce que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. De même, à l'échelle microscopique, les gravités, là, en fait, en pratique, pas d'impact par rapport aux forces de friction, aux énergies associées. Donc, si vous voulez, à l'échelle microscopique, la proximité en ordre de grandeur des différentes énergies permet des conversions qui n'existent pas ailleurs. Et c'est pour ça que le vivant s'est développé en utilisant cette échelle nanométrique. Sinon, l'ADN aurait pu être 10 fois plus grosse. Ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il y a cet ordre de grandeur très particulier où on est proche de l'énergie thermique, pouvant exploiter les fluctuations thermiques, qui est un bruit utile, bien qu'il soit désordonné, et par ailleurs, cette possibilité d'interconversion. Alors, qu'est-ce que sont ces interconversions? Par exemple, convertir l'énergie libre d'une liaison phosphate dans l'ATP, monnaie énergétique, pour produire une déformation mécanique dans une molécule, c'est ce qu'on appelle un moteur, qui permet en fait de produire une déformation à l'échelle moléculaire. En fait, on peut interconvertir l'un dans l'autre très rapidement, et c'est ainsi qu'à l'échelle moléculaire, on peut produire ces interconversions énergétiques très importantes qui permettent ce flux permanent. Alors maintenant, ce que l'on va voir, c'est quelle est la vitesse à laquelle ce processus se produit. Est-ce que ça se produit une fois lent ou ça se produit plus souvent? On va voir en fait que c'est un flux extrêmement rapide, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, l'ATP est cette molécule universelle. Il est produite dans les cellules, dans les toutes petites usines qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries sont en gros en l'ordre de grandeur quelques milliers dans chaque cellule. Et dans ces mitochondries, il y a quelques centaines de milliers de ce moteur qu'on appelle l'ATP synthase. En fait, ce sont des moteurs qui fabriquent l'ATP en utilisant l'énergie libre d'un gradient de protons. Il y a un gradient de concentration de protons entre les deux membranes de la mitochondrie. L'énergie libre de ce gradient est utilisée pour faire tourner un moteur. Et vous voyez ici, en bas à droite, un petit trait blanc qui tourne. En fait, c'est une expérience assez remarquable où les chercheurs ont mis un petit flagelle sur ce moteur et ils voient une rotation du flagelle, de ce petit filament, et qui en fait indique que le moteur, qui n'est pas visualisé dans l'expérience, tourne lui-même et entraîne dans sa rotation le petit filament auquel il est attaché. On peut suivre ainsi la cinétique de rotation du moteur, les conditions qui permettent cette rotation, et grâce à ces expériences, on a pu déjà visualiser que ce moteur est une turbine qui tourne. Alors il tourne à une vitesse extrêmement importante vu que c'est 100 Hz, c'est-à-dire 100 rotations par seconde. Et à chaque rotation, 3 molécules d'ATP sont formées à partir de l'ADP, l'adjonction d'une liaison phosphate à la molécule rudimentaire ADP, en utilisant l'énergie libre du gradient de proton qui traverse cette pompe. Donc imaginez un fuel, le proton qui traverse la pompe et qui fait tourner ce moteur, et à chaque rotation, 3 ATP sont produits. Alors vous avez dit 100 000 molécules d'ATP synthase qui tournent à 100 Hz et qui à chaque fois produisent 3 molécules d'ATP, ça commence à faire beaucoup d'ATP par cellule. Effectivement, la consommation d'ATP est très importante. Elle est de l'ordre de 30 millions, 3 10 puissance 7, par cellule et par seconde. Ça, c'est la quantité d'ATP qu'une cellule simplement en état de vivre pour maintenir cette organisation dynamique qu'on a vue, voilà, dans chaque cellule. On utilise pour ça donc ce qu'on appelle une voie métabolique, peu importe son nom, qui à partir d'une molécule de glucose peut former 32 molécules d'ATP. Et ça se fait à un flux extrêmement important. Donc, survenez-vous, l'ATP synthase tourne à 100 Hz. C'est en gros la fréquence de rotation d'une turbine de réacteur d'un Airbus lorsqu'il décolle ou d'un Boeing lorsqu'il décolle. Et c'est une petite turbine dans la cellule. Et il y en a des centaines de milliers par cellule. Et puis il y a 3 10 puissance 13 cellules dans un organisme. Vous faites le total, on peut inférer que le nombre de molécules d'ATP que l'homme ou la femme a besoin chaque jour pour se maintenir en vie, c'est important. Alors est-ce que vous avez une petite intuition de quel est ce chiffre? De combien de molécules d'ATP a-t-on besoin par jour pour nous maintenir en vie? Et là, on pourrait faire le calcul pendant la demi-heure ensemble. Alors, une mole d'ATP, je ne sais plus quelle est la masse molaire. Non, c'est beaucoup plus qu'une mole. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est 80 moles. Donc, en fait, c'est 80 kilos. C'est en gros l'ordre, le poids. On peut faire le calcul avec un régime de 2000 kilocalories par jour. En fait, on peut raisonner de différentes façons. Un adulte consomme à peu près 2000 kilocalories par jour. En gros, ça correspond à 100 watts, d'accord, au repos.
2000 kcal par jour. On dit que la moitié est consacrée à la synthèse d'ATP pour maintenir en vie. On connaît la masse molaire de l'ATP, on fait le calcul, on tombe en gros, l'ordre de grandeur, c'est 80 kg d'ATP par jour. Alors c'est de l'ATP à partir de l'ADP, donc c'est un flux permanent. Voilà. Donc retenez que pour maintenir la matière en vie, vivante, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, comme je l'ai dit, comme ce sont des systèmes dissipatifs, on s'attend à ce qu'il y ait de la chaleur soit produite. Bah, on le sait, c'est pour ça qu'on a notre corps maintenu à 37 degrés. Alors pourquoi pas 37-38? Bon, c'est sans doute que là, il y a quelque chose qui a été ajusté pour l'évolution pour que la température ne soit ni trop élevée ni trop basse. En tout cas, ce sont des organismes qui ont une température fixe. Mais en fait, cette chaleur est extrêmement importante. D'accord? Et d'ailleurs, vous savez que dans un organisme comme la baleine, d'accord, je crois que les Inuits, quand ils tuent la baleine, il n'y a plus de mécanisme de refroidissement parce qu'il n'y a plus de circulation. Et donc, la chaleur est tellement importante que ça cuit la viande, en fait. Donc j'ai appris cette petite anecdote. Voilà. Donc retenez quand même l'ordre de grandeur, c'est que un adulte, sa consommation, c'est 100 watts. Alors, si je vous dis 80 kg d'ATP, ça fait beaucoup. Si je vous dis 100 watts, vous dites c'est pas beaucoup. 100 watts, c'est vraiment... Alors autrefois, on disait c'était une ampoule. Maintenant, avec le LED, on dit c'est 10 ampoules LED. J'ai un peu réactualisé ma diapositive. Alors, 10 ampoules LED, moi, ça me parle pas trop. Moi, je suis habitué aux ampoules qui cramaient bien 100 watts. Mais en fait, c'est incroyablement efficace si vous y réfléchissez. Parce que vous prenez des opérations mentales extrêmement complexes. Si vous voulez qu'un ordinateur arrive à faire la même chose, il va utiliser en fait des milliers de watts. Donc c'est quand même extrêmement efficace. Voilà, donc ici on a un petit résumé. On a 3000 milliards de cellules chez l'homme qui tournent à 100 watts. Et pour cela, il va falloir que les cellules, pour être simplement maintenues en vie, produisent 3 10 puissance 7 molécules d'ATP par cellule et par seconde. Alors, vous vous dites c'est merveilleux, mais la question c'est comment est-ce que vous apportez à chaque cellule, à chacune des 3 10 puissance 13 cellules, le combustible nécessaire à ces opérations métaboliques. Parce qu'en fait, la cellule, elle aura besoin, je suis passé sur ce détail dans la diapositive précédente, de métabolites de départ, par exemple le glucose, mais également d'oxygène. Il y a une chaîne de réaction qui utilise en fait l'oxygène à un moment central, final, pour générer le gradient de protons, à l'origine duquel on peut faire tourner l'ATP synthase. Plus d'oxygène, plus d'ATP synthase, plus d'ATP. Et alors en fait, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que si jamais par un bouton magique, vous pouviez éteindre toutes les ATP synthase d'un coup, bon, en fait, vous vivriez 3 secondes. Tout s'arrêterait, il n'y a aucun stockage. Et tout serait brûlé très rapidement. Donc en fait, on peut stocker du gras, du sucre, tout ce que vous voulez, dans une certaine mesure, mais s'il n'y a pas d'oxygène, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sans oxygène très longtemps. D'accord ? Donc, on a un problème de flux avec des choses que l'on ne peut pas stocker comme oxygène. Et puis, on a un problème que vous avez peut-être déjà imaginé, c'est que ces métabolites et l'oxygène doivent être apportés à chaque cellule, à tout moment à un flux permanent, pour que chaque cellule soit maintenue en vie. D'accord ? Alors, il y a des cellules qui sont arrivées à organiser un système de sauvegarde en conditions d'hypoxie, c'est des cellules très particulières, mais la très très grande majorité des cellules ne peut pas faire cela. D'accord ? Alors, on va passer sur la croissance. Je voudrais simplement aborder cette question de l'approvisionnement démocratique, ce que j'appelle l'approvisionnement démocratique de l'énergie chimique, glucose, oxygène, aux cellules pour maintenir l'organisme dans un état fonctionnel, et a fortiori de croître. Alors, on verra que c'est une des contraintes, dans les quelques minutes qui me restent, je vais assez rapidement dessus, une des contraintes majeures, en fait, dans la croissance d'un organisme. Alors, il y a une loi très ancienne qui a été caractérisée dans les années 30, qui s'appelle la loi de Kleiber, d'un scientifique allemand, qui avait observé qu'il appelle la puissance métabolique, qui en fait, pourquoi puissance? C'est en fait le taux de consommation énergétique, ici mesuré par l'énergie dissipée sous la forme de chaleur émise par le système en fonction de la masse. Et en fait, il y a une relation qui n'est pas linéaire, qui n'est pas isométrique, on s'attendrait à un rapport en échelle logarithmique d'un coefficient 1, mais qui est le coefficient 3/4, en gros. Ce qui veut dire que lorsque les organismes sont de plus en plus grands, ils opèrent une économie d'échelle. La quantité d'énergie consommée par gramme de matière n'augmente pas linéairement avec la taille, mais en fait baisse progressivement alors que la taille augmente. Et en fait,
cette propriété permet de donc dire qu'il y a, pour les organismes plus grands, une sorte d'économie d'échelle. Chez un éléphant, 1 gramme de matière vivante consomme moins d'énergie qu'1 gramme de matière vivante chez l'homme ou chez la petite souris. Et ce qui a un certain nombre de conséquences. Alors cette loi, en fait, est vraie de l'organisme, la plus petite souris musaraigne étrusque qui pèse entre 1 et 2 grammes, jusqu'à la baleine qui en pèse 150 tonnes, chez les plus grosses baleines, ou 5 tonnes chez l'éléphant, les organismes terrestres. Alors, une des conséquences de cette loi est que, si vous envisagez maintenant la croissance de l'organisme, en gros, au début, ces cellules vont se multiplier pour se maintenir en vie. Et puis en fait, on sait tous que les organismes arrivent à une taille maximale. Ce n'est pas le cas qu'un organisme continue à croître indéfiniment. Et en fait, on peut dériver cette propriété à partir d'une comparaison de l'apport énergétique qui est gouverné par cette loi de Kleiber, et puis la demande énergétique qui est proportionnelle au nombre de cellules. Et en fait, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous observez cette diapositive, vous voyez ici la variation de la masse au cours du temps. Vous pouvez voir qu'elle dépend de 2 paramètres. Un facteur où la masse est représentée avec un coefficient 3/4. Ça, c'est une conséquence de la loi de Kleiber, qui est une loi phénoménologique à ce stade, qui peut s'expliquer par des contraintes dans l'apport énergétique à travers le vaisseau. Bon, par exemple, le système vasculaire chez les mammifères ou le système vasculaire chez les invertébrés apporte l'oxygène. Et en fait, on peut retrouver cette loi de Kleiber, on peut en expliquer la valeur du coefficient 3/4 en disant, en gros, même si ce n'est pas le seul paramètre, que le système minimise la dissipation de l'énergie dans ce réseau. On ne veut pas perdre trop d'énergie en apportant l'oxygène et les métabolites dans le circuit. Et pour ça, il y a certaines propriétés du réseau. Cette propriété-là, plus le fait que l'on veut complètement remplir l'espace, qu'il n'y ait pas de trou. Et troisièmement, que toutes les propriétés terminales du réseau sont universelles et invariantes. C'est en gros la taille d'une cellule et en fait l'apport d'oxygène et la diffusion d'oxygène qui en fait a des propriétés physiques universelles que l'on ne peut pas modifier. Si on prend ces 3 contraintes, on arrive à une théorie qui retrouve le coefficient 3/4. Je ne passe sous silence cette théorie, j'en montre simplement que cette loi phénoménologique de Kleiber peut se dériver de principes physiques que je viens de rappeler. Mais maintenant, ayant cette loi de Kleiber, on voit une conséquence extrêmement remarquable qui est que l'apport énergétique croît plus lentement que la demande énergétique. Donc, au fur et à mesure où l'organisme va croître, il y a un moment où en fait la demande énergétique devient tellement importante que l'organisme ne peut plus croître. Parce qu'on ne va pouvoir croître que quand l'énergie nécessaire pour maintenir en vie ne prend pas toute l'énergie apportée par le système. Et au fur et à mesure de la croissance, il y a un moment où la taille de l'organisme prend toute l'énergie et il ne peut plus croître. Donc il y a des facteurs proprement physiques qui se dérivent de la loi de Kleiber et d'une loi simple de croissance, d'une loi de croissance. Et ce qui est remarquable, c'est que si maintenant on compare les lois de croissance, les courbes de croissance de tous les organismes terrestres que vous pouvez imaginer, en fait, vous allez voir que ça ne va pas prendre le même temps et vous n'allez pas arriver à la même masse finale. Mais d'après la théorie, on peut renormaliser la masse d'un côté et le temps, selon des expressions, à vrai dire, assez compliquées, mais qui sont simples lorsque l'on voit la théorie. Et lorsque l'on renormalise ainsi le temps et la taille et la masse, ce que vous avez ici en abscisse, vous avez le temps renormalisé et en ordonnée, la masse renormalisée, eh bien, à ce moment-là, vous arrivez à une loi universelle qui décrit la loi de croissance pour tous les organismes. C'est la même loi de croissance. Ça, c'est absolument remarquable. C'est très, très rare, en fait, en physique ou en biologie, qu'on arrive à des lois aussi universelles. Et ce qui est intéressant, c'est que cette masse renormalisée, vous pouvez l'interpréter comme la fraction de la puissance métabolique qui est allouée spécifiquement au maintien en vie. Tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc, 1 moins ce petit r, qu'on va appeler grand R, d'accord, ça va être la fraction de la puissance métabolique allouée à la croissance. Alors, si jamais je devais faire le graphe de cette fonction grand R, ça serait l'inverse. Ça commencerait à 1 et ça finirait à 0. Vous voyez qu'il y a une décroissance exponentielle de la fraction de l'énergie allouée pour la croissance, et à la fin, effectivement, il n'y a plus de croissance du tout. Et on peut dériver la masse terminale. Alors, oui. Les animaux sont chauds, sont froids. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça ne joue pas la déperdition par la surface, c'est ça? Alors, il y a des paramètres de déperdition à la surface, certainement, mais cette loi ne fait pas, n'incorpore pas, comment dire, les données expérimentales ici sont strictement pour des organismes à sang chaud. D'accord. Oui, je reprends ce que j'ai dit. Donc, je ne sais pas si on fait l'analyse pour les organismes à sang froid. La loi de Kleiber est la même pour les organismes à sang froid. Si vous voulez,
qui est l'origine de cette équation de croissance, cette loi de croissance, c'est la loi de Kleiber, et l'équation de croissance que j'ai écrite ici, qui ne fait pas d'hypothèse sur sans chaud, sans froid, et qui n'a aucune raison a priori d'être fausse pour les organismes sans froid. Donc c'est très générique. Donc on devrait retrouver, théoriquement, on devrait pouvoir retrouver quelque chose qui opérait aussi pour les invertébrés, mais les données expérimentales ne sont pas là pour les vérifier. Il y a un saumon et une crevette, donc sans froid. Oui, effectivement, merci. Bien la crevette et le saumon. On pourra en discuter après. Je vais finir parce que j'ai déjà pris mon temps. Donc je passe sur ce temps, mais je voulais simplement vous dire, au moins vous mentionner un point, c'est qu'en utilisant cette loi de Kleiber, en allant encore un peu plus loin, non seulement on peut renormaliser la masse, mais on peut aussi trouver qu'il y a un temps, une espèce d'horloge interne à chaque organisme, qui prend en compte quelque chose qui est une contrainte de l'apport énergétique et qui est proportionnelle à la masse élevée à la puissance 3/4, mais également un temps, mais également la température. C'est-à-dire qu'on a un temps T qui va être proportionnel maintenant à la masse à la puissance 1/4, et également un terme énergétique où on voit la température qui apparaît. En gros, toutes les réactions chimiques qui sont au cœur du métabolisme sont dépendantes de la température. Il y a une énergie d'activation qui est de l'ordre de E puissance 10 puissance moins 19 joules, et en fait, il y a un facteur de température qui va jouer. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on peut montrer que tous les organismes, en gros, ont la même horloge si l'on normalise pour la masse et pour leur taille. Donc la petite souris étrusque qui pèse 2 grammes, elle va mourir au bout de, je sais pas, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement, alors que l'éléphant peut vivre centenaire. Si on renormalise sur leur masse et leur temps, comme ça, on peut montrer en fait qu'ils ont le même type d'horloge. D'accord ? Donc c'est pas un temps absolu, c'est un temps renormalisé, un temps relatif. Et en fait, de fait, le nombre de battements cardiaques de la souris et de l'éléphant est le même. C'est de l'ordre de 1,5 milliard pour un organisme. C'est une des raisons de cela. Bon, c'est très riche et on pourra en discuter après coup si ça vous intéresse. Mais je voulais simplement montrer que les problématiques énergétiques ont des conséquences, pas simplement pour comprendre la taille et les limites de la croissance d'un organisme, mais également quelque chose qui s'appellerait une espèce d'horloge interne qui va à un certain rythme, qui n'est pas absolu, qui est relatif et qui prend en compte ces contraintes énergétiques. Voilà, donc je conclus. Peut-être, je ne vais pas reprendre tous les points parce que je pense que vous les avez en tête. Je pense que ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir que finalement les contraintes associées au flux énergétique sont extrêmement importantes pour comprendre ce qui gouverne la taille d'une structure, l'arrêt de la croissance. L'autre élément, je pense, qui est extrêmement important, c'est de voir qu'en fait que le flux énergétique au cœur du maintien en vie et la croissance d'une structure vivante est extrêmement important. Je vous ai donné des chiffres pour guider un peu votre intuition sur ce processus. Si un jour vous réfléchissez à comment transposer ces arguments à une échelle plus macro, on verra que ces constantes de temps ne sont pas forcément évidemment les mêmes, et peut-être que les aspects de contraintes énergétiques le sont. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas. On va peut-être